Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur Public Sénat pour une nouvelle après-midi de direct. Au sommaire, à 16h35, juste après ce journal, direction l'hémicycle pour un débat sur la liberté de la presse. À 18h15, vous retrouvez Preuve par 3 et notre grand débat de l'entre-deux-tours. Et bien sûr, à 19h, c'est votre journal 24h Sénat présenté par Delphine Girard. Mais avant de commencer avec l'actualité politique du Sénat, le tragique accident de l'Airbus A320. Les sénateurs viennent d'observer une minute de silence et l'ordre du jour a été modifié. Alain Vidalis, le secrétaire d'État au transport, ne pourra pas assister aux deux débats prévus sur l'aéronautique et les huîtres. Ces débats sont donc reportés sine die. Au Sénat, toujours le déjeuner entre Gérard Larcher et Jean-Marie Le Guen. Au menu, la réforme du travail parlementaire. Je vous propose d'écouter le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Nous allons en discuter. C'est bien logique que les deux assemblées cherchent à faire valoir le travail de contrôle et en même temps, il faut que le gouvernement puisse travailler aussi de façon sereine. On en vient maintenant au débat du jour. Au Sénat, un débat sur la liberté de la presse et j'accueille pour nous expliquer les enjeux de cette question Faustine Saint-Geniès. Faustine, les sénateurs vont surtout se pencher sur les débordements de cette liberté d'expression sur Internet, c'est bien ça ? Oui, après les attentats meurtriers de janvier dernier, on a constaté les pouvoirs publics se sont retrouvés complètement démunis, complètement désarmés face aux débordements sur Internet. On peut citer pêle-mêle l'incitation à la haine raciale, l'apologie des idées de l'État islamique ou encore la multiplication de sites servant au recrutement de terroristes. Plus que jamais, après le mois de janvier, on s'est rendu compte qu'Internet était un espace de liberté sans frontières, mais un espace aussi de débordement. C'est le constat dressé par les sénateurs du groupe des radicaux de gauche ici au Sénat qui sont à l'initiative de ce débat. Le débat est simple. Comment adapter la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse aux défis posés par Internet, mais attention, en respectant l'esprit de cette loi, un esprit d'affranchissement et de liberté comme son nom l'indique. Et ici au Sénat, on a deux camps qui s'affrontent, si j'ose dire. Il y a le camp qui voit dans Internet un espace sans foi ni loi et un camp peut-être un peu plus nuancé, un peu plus progressiste, qui voit un espace de liberté, de richesse. Mais attention, pour eux, il est hors de question que ce soit un espace d'impunité. Merci Faustine. Et tout de suite donc, direction la séance pour ce débat. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème Internet et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Demande du groupe RDSE. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, Monsieur Jacques Mézard, au nom du groupe RDSE. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il est difficile d'avoir des débats entre deux tours d'élection. Il n'en reste pas moins que le débat que nous avons proposé nous paraît un débat important et sur lequel il est tout à fait souhaitable que des décisions soient prises dans les mois qui viennent. De la couverture par les médias des drames de janvier, pour laquelle d'ailleurs le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé 36 manquements justifiant des mises en demeure, à la multiplication des messages d'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux, les dérives et incertitudes pesant sur la liberté d'expression ont été mises à jour. Acquis démocratique majeur, la liberté d'expression sert aujourd'hui de parapluie nucléaire à toutes sortes d'idées et de manipulations. Lieu de sociabilité, les réseaux dits sociaux sont souvent détournés et sont parfois devenus des lieux de perdition pour une partie de notre jeunesse, en servant de relais à la propagande djihadiste ou encore aux théories conspirationnistes. Et à l'heure du numérique, la rumeur, fama, est devenue infâme et gangrène nos valeurs et notre confiance en la puissance publique en essaimant son poison de manière exponentielle.
Face à cela, face aussi au dévoiement de la théorie du complot, d'ailleurs, dont la ministre de l'Éducation nationale a parlé à juste titre il y a quelques semaines, plusieurs condamnations, pour l'exemple, ont été prononcées à l'encontre d'individus ayant fait l'apologie du terrorisme sur les réseaux. Mais selon une étude publiée début mars, entre 46 000 et 90 000 comptes Twitter ont été utilisés à l'automne dernier pour diffuser la propagande de l'État islamique. Un travail herculéen pour nos services de police et de renseignement transformé en Sisyphe. La liberté d'expression, pharmacone démocratique, contient en elle-même à la fois son poison et son médicament. De nombreux textes nationaux et internationaux la protègent. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auquel nous sommes, notre groupe, profondément attachés, l'arrange parmi les droits, je cite, les droits les plus précieux de l'homme, au fondement même de nos démocraties libérales. Mais cette liberté, comme toute la liberté, s'arrête là où commence celle des autres. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté. Or, si les textes limitant la liberté d'expression s'appliquent de plein droit à l'expression sur Internet, leur efficacité pose aujourd'hui question. La loi de 2004 a étendu aux éditeurs de services de communication au public en ligne le chapitre 4 de la loi de 81, qui punit notamment la provocation aux crimes et délits, en particulier la provocation à la discrimination ou à la haine en raison de l'origine, de la religion ou de l'orientation sexuelle. Mais c'est plus radicalement encore qu'Internet redéfinit les contours de la liberté d'expression, tant pour les journalistes que pour les simples citoyens, en rendant caducs certains moyens d'intervention des pouvoirs publics. Votés sous la Troisième République, celle-là même à laquelle nous devons et nous tenons tant. La loi de 1881 avait été conçue comme une loi d'affranchissement et de liberté. Elle révolutionnait la logique des textes précédents qui prévoyaient des systèmes de contrôle préalables d'autorisation et de censure. Jusqu'à l'émergence d'Internet, il y avait une parfaite superposition entre la forme d'expression, le moyen technique employé et le régime juridique. La presse, diffusée sous la forme de journaux imprimés et régie par la loi de 81, la communication téléphonique régie par le Code des postes et télécommunications, enfin la communication audiovisuelle régie par la loi du 30 septembre 86. L'émergence d'Internet, qui a démultiplié à l'infini l'information, a remis en cause ces distinctions traditionnelles, puisqu'il permet de diffuser par le même médium des contenus relevant de la correspondance privée, de la presse et de l'audiovisuel. Ces spécificités conduisent donc à s'interroger, d'une part, sur ce qui relève pour les journalistes et les citoyens du droit à l'information, d'autre part, sur l'efficacité des mesures prises par les pouvoirs publics à l'encontre des contenus illicites. Et la protection des personnes privées est pour nous quelque chose de très important. Nous connaissons, nous élus, les attaques sous pseudonyme. Jusqu'à quand va-t-on tolérer tout, n'importe quoi et dans n'importe quelles conditions? En ce qui concerne plus particulièrement les contenus illicites, nous avions eu ce débat lors de l'examen en novembre de la loi visant à renforcer la lutte contre le terrorisme. Les délits de provocation à la commission d'actes terroristes et d'apologie du terrorisme ont été transférés de la loi de 81 vers le code pénal. Ce transfert a été effectué au motif que ces actes ne constituent plus essentiellement un abus de la liberté d'expression, mais plutôt un maillon dans la chaîne des activités des groupes terroristes, ce qui permettait aussi d'exercer des poursuites en dehors du régime procédural contraignant et donc protecteur de la liberté d'expression de la loi de 81. Faut-il considérer que l'intégralité des infractions commises par le biais d'Internet et des réseaux sociaux doit être soumise à un régime dérogatoire à la loi de 1881 ? C'est un vrai débat, c'est un débat qui est urgent. Nous ne le résoudrons pas aujourd'hui, mais il importe d'aller rapidement vers des solutions respectueuses de la liberté, mais de la liberté aussi de chacun. À tout le moins, faudra-t-il que le législateur s'empare sans ambages de ces problématiques touchant au numérique de manière systématique et sectorielle. Une autre question est celle du rôle des acteurs d'Internet.
La loi pour la confiance en l'économie numérique de 2004 a créé un régime marqué par une grande liberté des acteurs d'Internet. À la différence du régime de la communication audiovisuelle, l'édition d'un contenu numérique n'est pas soumise à autorisation préalable. Aucune obligation n'est a priori imposée aux fournisseurs de contenu. 2 catégories d'acteurs sont définies. Premièrement, les éditeurs de services sur Internet, soumis à un régime voisin de celui de la presse. Aucune obligation de déclaration préalable ou d'autorisation. Seule limite à leur liberté d'expression, celle définie par le chapitre 4 de la loi de 81. Ces infractions étant poursuivies et réprimées. Et ils doivent désigner un directeur de publication, avec un droit de réponse qui est prévu par la loi, qui transpose à Internet le régime de l'article 13 de la loi de 81. Les hébergeurs, deuxième catégorie d'acteurs, bénéficient d'un régime de responsabilité civile et pénale atténué par rapport à celui des éditeurs. Ils sont regardés comme n'exerçant pas de contrôle sur les contenus accessibles par leur site et donc avec une responsabilité très difficile à engager. La loi de novembre 2014 a étendu le champ d'application des obligations des fournisseurs d'accès et des hébergeurs en matière de signalement des contenus illicites. Elle a en outre créé une possibilité de blocage administratif des sites Internet faisant l'apologie du terrorisme. Les premiers blocages, vous le savez mes chers collègues, ont eu lieu il y a quelques jours, non sans quelques difficultés prévisibles du fait notamment de l'absence de contrôle par le juge. Ce blocage ne fut que partiel. Certains opérateurs français, et non des moindres, n'ont pas appliqué le dispositif du gouvernement. Par ailleurs, de nombreuses stratégies de contournement existent, permettant à certains internautes et aux propagandistes de jouer au chat et à la souris avec les pouvoirs publics. Liberté d'expression contre censure. L'opposition simpliste brandie par une certaine propagande est flatteuse pour ceux qui se réclament de la première. La domiciliation de beaucoup d'acteurs d'Internet à l'étranger complique encore toute action. Si certains réseaux sociaux comme Twitter ont défendu une conception radicalement libérale de liberté d'expression avec la doctrine Freedom of Speech, et je n'utilise pas souvent les termes anglais, l'idée se fait jour qu'une trop grande liberté d'expression est une manière de se cacher derrière ses responsabilités. L'accès aux vidéos insoutenables diffusées sur Internet qui visent à enrôler de nouveaux djihadistes, glorifiant les terroristes, les filmant exécutant leurs victimes, fait-il légitimement partie de la liberté d'expression? Avec plus d'1 milliard d'utilisateurs pour Facebook et plusieurs centaines de millions pour Twitter, les grandes plateformes du web se retrouvent arbitres de la liberté d'expression et doivent assumer leur rôle. Si les pouvoirs publics peuvent inciter les plateformes à mettre en œuvre des mesures de surveillance générale des contenus, cette intervention d'acteurs privés pose des questions quant à sa légitimité. Peut-on parler de privatisation de l'exécution de la loi? Pour nous, c'est inacceptable. Le départ entre le droit à l'excès, à l'outrance et à la parodie à des fins humoristiques d'un côté et l'apologie au terrorisme d'un autre côté devra-t-il être fait par les acteurs privés? Dans ce combat un peu de David contre Goliath à l'ère numérique, le juge français a ainsi dû déterminer si le fait qu'un site accessible depuis la France offre un contenu en infraction avec le droit pénal français suffisait à considérer que l'infraction a été commise sur le territoire. Nos juridictions pénales ont d'abord considéré que l'accessibilité du site Internet suffisait à fonder la compétence du juge français. Or, la Cour de cassation juge à l'inverse aujourd'hui que le site Internet en cause doit être destiné au public français pour que le juge pénal soit compétent. Récemment, le TGI de Paris a déclaré abusive une clause de compétence signée par les utilisateurs de Facebook et précisant qu'en cas de litige, seul un tribunal de Californie où est domicilié le réseau social est compétent. Mes chers collègues, nous ne prétendrons pas apporter de solution à une réalité protéiforme et sans cesse mouvante. Non seulement les États sont fondés à réglementer Internet, mais ils ont la capacité et plus que jamais le devoir de le faire. La logique répressive ne doit pas éluder la question de la prévention de la radicalisation et de l'éducation des esprits à la critique. L'école de la République, fondée sur la maxime sapere aude, ose savoir, doit sensibiliser aux nouveaux dangers d'Internet. La capacité d'intervention des États doit ainsi être utilisée en amont comme en aval pour combiner notre passion de la liberté avec le sens de la responsabilité.
Mes chers collègues, comme jadis les pères fondateurs de la République, comme notre prédécesseur ici même en 1881, eux qui ignoraient l'existence future d'Internet et des réseaux sociaux, il nous faut trouver, et vite, le juste équilibre entre la liberté d'expression sur Internet, nécessaire, et la responsabilité assumée des paroles, des écrits et des actes de chacun, car il n'est pas concevable qu'on puisse continuer à écrire, à dire n'importe quoi, à provoquer, à susciter le terrorisme avec les conséquences que l'on sait. Ce débat que nous avons voulu, nous le groupe RDSE, n'a d'autre objectif que d'entamer la réflexion pour trouver cet équilibre indispensable, cet équilibre qui nous permettra de nous protéger des ennemis de la liberté et de la démocratie sans porter atteinte aux libertés d'opinion et d'expression qui sont au fondement de l'idéal démocratique et de la tradition radicale. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Dans la suite du débat, la parole est à Madame Catherine Morin-Desailly pour le groupe UDI-UC pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Internet, promesse d'une liberté d'expression sans frontières, est-il en passe de devenir un outil de surveillance sans limite? Je choisis de poser ainsi les termes de notre débat sur Internet et la liberté de la presse, qu'il convient de ne pas confondre avec la liberté d'expression dont jouit l'ensemble des citoyens. Depuis la loi de juillet 1881, la France protège par une législation ad hoc ses journalistes auxquels elle assure un exercice libre de leur profession et la protection de leurs sources, en contrepartie du respect de certaines interdictions visant à garantir la fiabilité et l'honorabilité des informations diffusées, provocation à la violence et à la haine, publication de faux, diffamation et injures, diffusion d'informations sur une procédure judiciaire en cours, violation du droit à l'image notamment. 5 siècles après Gutenberg et moins de 100 ans après l'invention du tube cathodique, ces règles demeurent, même si l'émergence du numérique a révolutionné les modalités de partage de l'information, de la vitesse de diffusion à la facilité d'accès au contenu. Internet a profondément ébranlé le modèle économique de la presse, l'a obligé de se réinventer face à de nouvelles concurrences, comme il en bouleverse bien sûr aussi les méthodes de travail. Aux côtés des organes traditionnels, une multitude de journalistes indépendants et de blogueurs citoyens a émergé, proposant au monde une information nouvelle dans des conditions parfois périlleuses, en particulier en provenance de pays où la presse traditionnelle peine à œuvrer librement. Je citerai l'exemple de l'Iran où, sous l'administration du président Ahmadinejad, un grand nombre de reporters et de chroniqueurs de renom de la presse écrite se sont tournés pour éviter la censure vers Internet, contribuant à l'édification de la blogosphère farcie. Depuis 2010, le rapport annuel du Comité pour la protection des journalistes, faisant état des journalistes incarcérés de par le monde, estime que plus de la moitié de ceux qui ont été privés de parole étaient publiés sur le web. Si Internet représente une opportunité pour la presse, il constitue aussi pour elle une menace. Les événements tragiques du mois de janvier ont rappelé combien la diffusion planétaire d'une information rendait nos journalistes vulnérables, jusque dans un pays chantre de la liberté de la presse et de la liberté d'opinion. Mais ne nous y trompons pas. La menace que j'évoque ne se limite pas au danger, si grand soit-il, que les ennemis de la liberté font peser sur ceux qui défendent un exercice pleinement indépendant du journalisme d'information et d'opinion. Elle peut être également institutionnelle et politique lorsque les États, au nom de la sécurité, multiplient les systèmes de surveillance. Alors bien sûr, nos démocraties ne censurent ni n'intimident ou n'emprisonnent les journalistes, comme elles n'empêchent pas davantage l'échange d'informations entre citoyens en multipliant les restrictions techniques sur la toile. Il n'en demeure pas moins que de légitimes interrogations se font jour dès lors qu'Internet semble devenir un redoutable outil de surveillance. En facilitant le stockage et le traitement, le big data a de fait incité une collecte exponentielle de données, notamment personnelles, exploitées tant par les géants du net que par les services de renseignement, comme l'affaire Snowden l'a amplement révélé. Jusqu'à présent, la France semblait protégée de tels abus. Qu'en sera-t-il demain? Ainsi,
Pour l'application de l'article 20 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire, le gouvernement a discrètement pris le 24 décembre dernier un décret relatif à l'accès administratif aux données de connexion. Or, cet article qui autorise l'obtention de données personnelles et la surveillance des communications téléphoniques et Internet en temps réel par l'administration porte atteinte à la vie privée des citoyens comme à la liberté d'information et au secret des sources. On peut y relever 3 motifs d'inquiétude. L'absence de contrôle du juge pendant la procédure de mise sous surveillance, des objectifs fort larges justifiant la surveillance et un spectre très étendu des données recueillies. Reporters sans frontières a déposé le 24 février un recours en annulation du décret devant le Conseil d'État. Notre commission de la culture, de l'éducation et de la communication prendra connaissance avec intérêt de sa décision en la matière. Le projet de loi relatif au renseignement pose également question. Dans son avis publié mercredi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés déplorait la présence dans le projet de loi de mesures de surveillance beaucoup plus larges et intrusives que celles autorisées par l'actuelle législation, citant notamment la possibilité de collecter de manière indifférenciée un volume important de données qui peuvent être relatives à des personnes tout à fait étrangères à la mission de renseignement. Le Conseil national du numérique a pour sa part manifesté son inquiétude au gouvernement quant à l'extension significative du périmètre de la surveillance prévue par le projet de loi selon des critères jugés flous. La prévention contre les violences collectives et la défense des intérêts de la politique étrangère. Je partage les craintes exprimées par ces 2 institutions dont chacun connaît ici la compétence et l'indépendance de vue. Le risque de surveillance de masse existe et il nous concerne tous, mais plus encore les journalistes dont l'anonymat des sources pourrait ne plus être garanti. Je ne nie nullement les impératifs de protection de la société qui incombent à l'État, plus particulièrement en ces temps troublés par la perpétuelle menace des attaques terroristes et la nécessité, dans ce cadre, de mettre en œuvre des dispositifs de lutte contre la violence et la propagande sur Internet. J'alerte aussi sur une potentielle dérive que les outils mis en place pourraient faire peser sur la liberté de la presse. Bien sûr, cette liberté doit continuer de jouir tout journaliste ne peut faire bien sûr l'économie de la déontologie de l'information. Parfois, la recherche du scoop à tout prix fait oublier l'indispensable vérification des informations. Souvenez-vous de l'annonce erronée du dessin de Martin Bouygues par l'AFP récemment. Les journalistes doivent être responsabilisés, mais également identifiés en tant que tels sur le web, afin que l'internaute puisse juger aisément de la fiabilité d'une information. À cet égard, l'équilibre économique des organes de presse en ligne constitue un enjeu majeur pour garantir dans la durée la diffusion d'une information professionnelle de qualité au sein d'une myriade de sites et de blogs amateurs. Un équilibre juste doit donc être trouvé entre liberté et sécurité. Il est à cet égard indispensable que les dispositifs de sécurité sur Internet tiennent compte de l'originalité du métier de journaliste et notamment de la nécessaire protection des sources. La Cour européenne des droits de l'homme ne dit pas autre chose lorsque sa jurisprudence rappelle régulièrement que les États membres du Conseil de l'Europe ont l'obligation de créer un cadre normatif permettant d'assurer la protection efficace de la liberté d'expression des journalistes sur Internet et plus largement de l'ensemble de leurs concitoyens. Ainsi, dans son premier arrêt portant sur le blocage de l'accès au web rendu en décembre 2012, elle a conclu à la violation par la Turquie de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à la liberté d'expression, estimant notamment que les mesures limitant l'accès à des contenus sur Internet doivent se fonder sur une loi suffisamment précise et être accompagnées d'un contrôle juridictionnel. Prenons garde à ce que notre propre législation ne s'éloigne pas de ces principes. La France ne doit pas renier l'esprit de la loi de 1881, comme elle doit demeurer fidèle à ses engagements internationaux en faveur de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Rappelons qu'il y a moins d'1 an, au mois de mai 2014, nous avions activement soutenu l'adoption par l'Union européenne de lignes directrices pour les droits de l'homme consacrées à la liberté d'expression en ligne et hors ligne. Il convient d'éviter donc, à mon sens, les distinctions artificielles dans l'exercice des libertés d'information et d'expression
en fonction du support de diffusion des contenus. Le caractère diffus d'Internet ne doit en aucun cas servir de prétexte à l'instauration de nouvelles limitations en matière des droits de l'homme et de libertés fondamentales, notamment le droit de recevoir et de communiquer des informations. Il incombe donc, Madame la Ministre, à l'État de protéger ces libertés, comme celle des journalistes, à exercer leur métier en toute indépendance. À cet effet, au-delà de la législation applicable, un dialogue est indispensable avec les autres acteurs de la gouvernance d'Internet, y compris les grandes entreprises du numérique. Sans quoi, la garantie d'une libre circulation des informations sur Internet et de la proportionnalité des mesures de restriction qui parfois s'imposent ne pourront être effectives. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Pierre Charon pour 7 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, lorsqu'Internet est né, le monde s'émerveillait. Il était la promesse d'un espace d'échange d'informations, de communication et même d'éducation. En réalité, Internet est une perpétuelle révolution pour l'humanité. Internet est surtout la promesse d'un espace de liberté absolue, s'affranchissant de toutes les frontières, qu'elles soient géographiques, juridiques, voire morales. Pour la presse, Internet est un outil essentiel et une promesse de développement, en particulier dans les pays où la liberté d'expression est bafouée. Par ailleurs, à cet instant, permettez-moi de rendre hommage à tous les journalistes qui parfois risquent leur vie pour exercer leur métier. En 2015, soit plus de 30 ans après sa création, Internet offre au monde un autre visage, celui d'un espace sans foi ni loi, permettant la diffusion du pire de ce que l'humanité a pu produire. Internet favorise l'expression de tous, peu importe leur opinion et leurs croyances. Aujourd'hui, le pire a atteint son paroxysme. Aujourd'hui, les islamistes les plus radicaux ont épousé le projet politique d'instaurer un califat mondial, assassinant quiconque s'y opposerait. Mais l'État islamique mène aussi une autre guerre dont le théâtre ne connaît pas de frontières. À cause d'Internet, il bénéficie d'une existence médiatique sans limite. Dès lors, Internet n'est plus un simple moyen de communication, c'est une sphère d'expansion inouïe où les propagandes les plus fanatiques peuvent être distillées en toute légitimité. Pire, Internet est un sergent recruteur, aussi discret qu'efficace, comme en témoigne le nombre de jeunes Français partis faire le djihad. C'est un outil de radicalisation et de recrutement pour terroristes en herbe, mais Internet est aussi la sphère d'une tragique émulation, d'une macabre concurrence entre mouvances terroristes. Lors de la tuerie de Charlie Hebdo, l'un des auteurs de ce crime affreux n'a pas hésité à faire la publicité de son appartenance à Al-Qaïda au Yémen. La diffusion des vidéos insoutenables et la mise en scène des exécutions des otages sont des exemples de cette ignoble politique de communication. Dès lors, Internet est une couveuse pour apprentis terroristes, un vivier pour les ennemis de la liberté, qui est pourtant l'un des fondements de notre République. Aujourd'hui, Internet est un nouveau théâtre d'opération dans notre lutte contre le terrorisme. Ne nous y trompons pas. L'objectif des terroristes est de mettre à l'épreuve les démocraties dans ce qu'elles ont de plus cher, l'attachement aux libertés publiques. La liberté de la presse en est l'un des fleurons. Oui, elle est une conquête, une belle conquête, notamment achevée sous la Troisième République par sa grande charte qui est la loi du 29 juillet 1881. Mais elle reste fragile. Aujourd'hui, celle-ci est détournée sciemment. La problématique est claire. Comment concilier ce précieux acquis de la loi de 1881 et la diffusion de publications glorifiant le génocide des chrétiens d'Orient et des yézidis en Irak, la destruction de lieux de culte et des autodafés de livres ancestraux? Pouvons-nous laisser fleurir et prospérer sur Internet, au nom de cette liberté, ce type de littérature dont les atours sont les mêmes que nos magazines électroniques? Il s'agit de dépasser ce piège intellectuel qui tend à opposer liberté et sécurité. On ne peut glorifier la liberté jusqu'à la déraison. Notre responsabilité est de comprendre les enjeux du terrorisme et d'y répondre sans nous renier. Ainsi, la vraie question dépasse la seule liberté de la presse sur Internet. La vraie question, c'est la gouvernance d'Internet et les actions que peuvent mener tant les responsables politiques que les grands acteurs du net. De fait, je veux saluer l'initiative de M. Cazeneuve qui s'est entretenu avec les représentants des géants du net que sont Facebook et Google.
En France, des mesures pour bloquer les sites Internet faisant l'apologie du terrorisme ont été adoptées, et je m'en réjouis. C'est un signe fort envoyé à nos concitoyens, mais aussi aux terroristes. Le web ne rime pas avec impunité. C'est aussi la preuve que nous prenons ainsi notre part de responsabilité sur Internet. Il n'est pas envisageable que les publications de l'État islamique en langue française, téléchargeables par simple clic, puissent être à la portée de tous, et en particulier des plus jeunes. Néanmoins, une autre question se pose pour nos services de renseignement. Ces publications et ces sites nous permettent aussi de remonter des filières entières pouvant démontrer les connexions entre les différents réseaux. Supprimer ces sites et empêcher la diffusion de ces publications ne nuirait-il pas au final à nos services? Je ne le crois pas. Pour cela, il importe que nos agents disposent de toutes les ressources techniques et logistiques. En outre, l'action de la France ne peut être isolée, c'est une politique européenne à minima, mais aussi mondiale, qui doit être mise en place. Souvenons-nous que tous les supports d'information peuvent être utilisés à de mauvaises fins. Le génocide rwandais a été insufflé par les ondes d'une radio. Si la radio a pu servir d'instrument de destruction, il en va de même pour Internet. N'importe quel support peut véhiculer la haine. Nous ne pouvons nous abriter derrière la liberté de la presse, derrière la loi de 1881, pour justifier notre passivité. La liberté de la presse est au service de l'homme, de sa dignité, de sa conscience. Elle n'est pas au service de sa destruction et de ses desseins nihilistes. Donner aux terroristes l'accès à cette liberté, ce n'est plus défendre la liberté, c'est la confier à des fossoyeurs. Nous devons être vigilants, car nous avons vu que tout est bon pour radicaliser. Des jeunes ont succombé à la violence et au djihad par l'exploration et la lecture de sites. Leur voyage virtuel a ainsi débouché sur une violence réelle. Notre arsenal législatif doit donc être adapté et modernisé. Plus généralement, soyons vigilants. La responsabilité n'est pas la censure, car la liberté est inséparable de la dignité humaine. N'attendons pas, ne nous laissons pas avoir par des querelles où, sous prétexte de défendre la liberté, nous finirions par la détruire. Ne laissons pas les libertés devenir l'instrument de leur propre disparition. Je récuse toute contradiction qui nous empêcherait justement de combattre le terrorisme au nom du respect de la liberté de la presse. Aussi, je soutiens, avec le groupe UMP, toute initiative sérieuse qui défend une liberté responsable, une liberté vigilante et non une liberté à genoux. Enfin, je ne doute pas que lors de l'examen de la loi sur le renseignement, nous serons au rendez-vous. Nous saurons créer les conditions de sauvegarde de la liberté de la presse et de la loi de 1881 qui nous est si chère pour la concilier avec une autre liberté, celle de vivre en sécurité. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à David Assouline pour le groupe socialiste et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes dans un débat fondamental. Il touche à nos valeurs universelles, et notamment une, pilier de la République, une valeur historique, éthique de la démocratie, qu'est la liberté d'expression. C'est aussi un débat contemporain, puisque dans notre tradition, on parle de la France, c'est d'avoir arrimé cette liberté d'expression à la législation sur la presse et à cette loi fondatrice de 1881. C'est français, mais tout le droit qui régit la liberté d'expression en France est arrimé à cette loi. Mais aussi, c'est un débat moderne, puisque la révolution numérique a complètement transformé les conditions et les possibilités d'expression et de communication et a donc percuté de plein fouet la presse. On peut parler de son équilibre, de son modèle économique, le métier de journaliste, mais aussi sa place spécifique dans la fabrication et la transmission d'informations au regard de la possibilité nouvelle pour chacun, à travers les réseaux sociaux et le net en général, de s'exprimer sans retenue, tout en bénéficiant de l'encadrement législatif permettant de protéger de façon spécifique les journalistes. Et c'est là qu'il y a le sujet. C'est qu'une loi qui a été faite à un moment donné où l'essentiel de la liberté d'expression, son véhicule, était la presse, le papier, l'imprimerie, aujourd'hui bénéficie à tout citoyen
qui n'a absolument aucune contrainte, entre guillemets, ou aucune formation, ou aucune responsabilité qui doit être celle du journaliste, qui est encadré quand même par un code de déontologie, même si là-dessus il faudrait peut-être renforcer cet aspect-là, mais c'est à la profession de s'organiser. Donc c'est là la difficulté. Donc ce débat donc, qui est difficile, car il s'agit de la liberté d'expression, qui est un bien précieux qu'il faut préserver, défendre sans relâche et sans compromis, et encore moins compromission. Et je veux là dire que pas de deux poids, deux mesures. La liberté de la presse, les premiers qui en ont eu à pâtir dans notre pays de façon violente il n'y a pas longtemps, c'est Charlie Hebdo, où on est venu d'abord attaquer la liberté d'expression à travers un organe de presse, et tout cela a été préparé par une autre soi-disant liberté d'expression qui était de mélanger et de dire que Charlie Hebdo stigmatisé était limite avec les questions du racisme, etc., ou stigmatiser une population. Les mêmes, c'est pour ça qu'on est dans un débat compliqué, qui disaient pourquoi on sanctionne Dieudonné, et qui considèrent que la liberté d'expression, c'est la liberté d'être raciste. Et on a assisté à un retournement. Dieudonné, c'est la liberté d'expression, et Charlie Hebdo, qui n'est absolument pas dans le racisme, mais dans la caricature et dans la stigmatisation qu'il a toujours eue, la moquerie envers les religions, et dans la liberté d'expression. Bon, ça nous fait aller dans beaucoup de débats à la fois. Mais je veux dire qu'il ne faut pas alimenter les confusions. La liberté d'expression doit être garantie, nous devons la défendre, la liberté de la presse aussi, et en même temps, la meilleure façon de la défendre, c'est de recadrer le débat et de s'attaquer aux dents creuses, je dirais, qu'il y a dans notre législation apparue avec la révolution de l'Internet. Notamment, la réglementation sur la presse sur Internet n'est pas nouveau. En 1998, le Conseil d'État nous fournissait une étude complète dans laquelle il estimait que l'ensemble de la législation avait vocation à s'appliquer aux acteurs d'Internet, et notamment celle qui garantit l'ordre public. C'était une affirmation. Il s'agit d'une allusion à la pierre angulaire de notre droit de la presse, c'est-à-dire la loi de 1981, auquel le débat fait référence. Cette loi pose deux principes qui sont dans la continuité de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. La presse est libre, mais cette liberté est encadrée par des principes qui évitent les abus, c'est-à-dire la diffamation, l'injure notamment. Plus tard, s'attachant à épouser l'évolution de notre société, le législateur a puni la discrimination avec une loi Pleven en 1972, ou le négationnisme des crimes perpétrés par le régime nazi avec la loi Guesso du 13 juillet 1990. Notre droit ne punit pas la libre expression, il limite l'expression qui enferme, divise, se déploie avec la volonté de s'attaquer au pacte républicain. Donc il n'y a pas de liberté d'expression sans limite qui n'est pas encadrée par les principes qui fondent la République. Il évite. Donc en cela, ce ne serait pas bon de verser dans ce domaine, dans ce que l'on fait parfois dans l'économie, le libéralisme à tout crin. C'est la même idéologie d'ailleurs. Il évite que le journalisme retourne ses armes contre lui-même. Et ce faisant, il prend acte de certaines dérives qu'a connues déjà la presse. L'affaire Salengro, à la mise en ligne de textes vidéo aujourd'hui, qui remettent en cause notre histoire ou organisent une conférence mémorielle qui n'a pas lieu d'être, les théories conspirationnistes, et dans l'univers d'Internet, le fait que, puisque tout le monde peut même trafiquer des images, faire des montages, etc., eh bien, l'expression qui va venir d'un média avec des journalistes professionnels est mise au même niveau que l'expression de n'importe qui a ses moyens techniques,
Et de là, plus aucune information n'est fiable, donc toutes les théories du complot sont à l'œuvre et sont mises au même niveau, ont la même valeur informative. Et c'est là-dessus, plus les élites sont contestées, plus les politiques, les journalistes sont remis en question, et on voit ce terreau avec le populisme dans d'autres sphères de la société, eh bien plus on va considérer même que ce qui va venir d'un média est moins crédible et prête à suspicion, beaucoup plus que celle qui va venir d'un simple citoyen anonyme caché derrière on ne sait quoi pour diffuser de l'information. Alors on ne peut pas rester les bras croisés. Et depuis, il y a eu d'autres avancées de la législation, notamment la loi création Internet en 2009. Au terme de cette loi, l'éditeur est pleinement responsable des informations publiées sur son site, à l'instar de ce qui existe pour la presse écrite, mais il bénéficie d'un régime atténué par les contributions personnelles de ses lecteurs, comme les débats sur les articles et les réactions des lecteurs. Hélas, ces forums sont vite devenus les viviers du n'importe quoi. On ne peut pas réguler, et donc très souvent, ces forums, quand les sites d'information sont responsables, sont fermés parce qu'ils ne peuvent pas modérer. Et donc, on a vu là encore la limite de cette liberté d'expression et de cette possibilité pour tout citoyen de participer au débat et à la fabrication de l'information. Alors, il y a le problème des sites qui choisissent de se localiser à l'étranger. Des collègues qui l'ont évoqué, les hébergeurs sont trop longs à réagir, et encore quand ils le font, le gouvernement, notamment avec ce qui a été décidé par rapport aux sites promouvant l'idéologie djihadiste le mois dernier, avec la loi sur le terrorisme, a commencé à apporter des réponses. Il y a la responsabilité des tenants des réseaux sociaux, et y compris des hébergeurs et des fournisseurs d'accès. Il faut qu'ils soient pleinement responsabilisés et qu'ils réagissent de façon plus efficace et plus directe. Pour cela, puisqu'ils font des marges énormes en termes de bénéfices, aujourd'hui on ne peut pas dire que ce sont eux qui sont soumis aux restrictions économiques. On peut dire qu'ils doivent absolument mettre les moyens financiers et humains pour cette régulation et pour cette réactivité, et arrêter de considérer que c'est qu'un aspect secondaire de leur propre responsabilité. Alors, je veux finir en disant que nous sommes dans un débat très sensible, bien entendu. Rien n'est évident, mais il ne faudrait pas, dans ce domaine, tomber dans deux panneaux. Et je pense que les Républicains vont devoir trouver le chemin au milieu de deux travers. Le premier, c'est la solution de limiter la liberté d'expression et ses potentialités, voire même atteindre à la liberté de la presse, parce qu'il y a effectivement ces possibilités inouïes aujourd'hui, et en voulant taper ceux qui promeuvent le racisme, l'antisémitisme, le djihadisme, eh bien sanctionner l'ensemble de la société, ses capacités d'expression, et limiter et donner un regard négatif à quelque chose qui est très contradictoire. L'Internet, c'est pas, on n'a pas à dire c'est le pire des trucs, j'ai entendu, ou c'est le meilleur des trucs pour ceux qui y voient. Franchement, l'imprimerie, c'était génial, mais on pouvait aussi imprimer j'allais dire un gros mot, mais des choses ignobles, et diffuser grâce à l'imprimerie des choses ignobles, mais aussi éveiller les esprits et permettre vraiment des avancées tout à fait considérables dans le domaine de la pensée et de la science. La télé, on nous a dit « Ah, c'est un truc d'abêtissement, etc. » Mais on a vu aussi les potentialités gigantesques. Le net, ça va être la même chose. Donc il y a cette difficulté à ne pas trop restreindre. Mais il y a, de l'autre côté, des propos, notamment, j'ai entendu avec Mme Morin-Desailly, où il faut faire attention, c'est que cette liberté n'est possible, ne peut s'exprimer, ne peut se déployer que si elle a l'encadrement qui permet que les valeurs de la République soient préservées, et je crois que cela, tant dans le domaine de stockage, du big data, etc., on peut regarder ce que fait l'État, il faut regarder ce que les grands groupes privés font, parce qu'en termes de collection de données personnelles et de surveillance de chaque citoyen réduit à un consommateur, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Vous voyez, il y a 10 débats, il n'y en a pas qu'un
Mais en tous les cas, nous devons être absolument les défenseurs de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, mais aussi les combattants infatigables pour les valeurs de la République contre le racisme, l'antisémitisme, le terrorisme et les thèses conspirationnistes. Merci. Mon cher collègue. La parole est à Madame Esther Benbassa pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État et mes chers collègues, je voudrais en préambule remercier nos collègues du groupe RDSE d'avoir inscrit à l'ordre du jour un débat sur le thème Internet et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les propos tenus sur Internet suscitent dans bien des cas la stupéfaction et je suis convaincue que si l'on veut lutter efficacement contre le racisme, l'antisémitisme, le terrorisme et l'homophobie qui gangrènent notre société, il est urgent de s'attaquer à la prolifération des discours haineux sur la toile. Ces discours, ces propos qui rappellent des pages douloureuses de notre histoire, entament jour après jour notre cohésion républicaine et portent atteinte aux principes fondateurs de notre vivre ensemble. Je veux le souligner ici, et ce sans aucune ambiguïté. Ces discours ne relèvent pas d'une rhétorique sans effet sur le réel. Ils peuvent engendrer la violence et parfois entraîner la mort. Nous en avons fait la terrible expérience en janvier dernier. Ces événements qui ont bouleversé la France et le monde doivent assurément nous encourager à agir. Mais nous devons au préalable nous poser les bonnes questions afin d'opter pour les solutions les plus efficaces, sans oublier jamais que la liberté d'expression est consubstantielle à la démocratie et à l'état de droit. La première interrogation à laquelle nous, parlementaires, ne pouvons nous soustraire est claire. Les politiques de lutte contre les discours haineux sur Internet actuellement mises en œuvre sont-elles suffisantes? L'arsenal juridique existant, notamment dans son volet répressif, est-il effectif? Au premier rang de ces dispositifs et au cœur de notre débat se trouve la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui protège la liberté d'expression et en définit les limites et qui a été inspirée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Certes, les nouvelles technologies du web permettent la diffusion massive sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter de discours à haute teneur de haine, lesquels n'avaient pas jusqu'ici leur place dans les médias traditionnels et dont la visibilité est bien sûr accrue par leur effet démultiplicateur. Le groupe écologiste n'en considère pas moins que ces infractions doivent continuer à être soumises à la loi de 1881. S'ils doivent être combattus et réprimés, les abus de la liberté d'expression présentent une spécificité telle qu'ils ne peuvent y avoir leur place dans le code pénal. Une seule exception à cette règle peut être envisagée, le cas où la simple expression de haine dévie, par exemple, vers la provocation publique aux actes de terrorisme, notamment suivis des faits. C'est la position que nous avons défendue lors des débats sur le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et que nous défendons aujourd'hui encore. En revanche, si la loi du 29 juillet 1881 est un pilier de notre démocratie, il est certain que son cadre procédural n'est pas adapté à ce qu'il convient d'appeler le Web 2.0 et sa masse de blogs, réseaux sociaux et autres plateformes de discussion. L'urgence est aujourd'hui d'améliorer la lisibilité de cette loi, de préciser les notions d'espace public et d'espace privé, de réformer son cadre procédural. C'est notre rôle et même notre devoir de législateur. Beaucoup reste à faire
pour que la lutte contre les discours haineux sur Internet ait de réelles retombées positives en matière de législation, bien entendu, mais également, et peut-être surtout, en matière d'éducation. Il est ainsi fondamental d'enseigner aux plus jeunes à faire la différence entre ce qui relève du délit et ce qui relève de la liberté d'expression, et de leur faire comprendre que si le net doit demeurer un espace de liberté, il n'est pas pour autant un espace d'impunité. L'exercice de la liberté d'expression comporte des devoirs et implique pour chacun une juste prise de conscience de ses responsabilités, celle notamment d'en proscrire tout usage susceptible de ruiner les fondements de l'état de droit. En fait, chers collègues, il est urgent de créer, comme le demande la CNCDH, un ordre public numérique. Je voudrais, pour conclure, mes chers collègues, avoir une pensée toute particulière pour tous nos jeunes, gays ou lesbiennes, victimes souvent silencieuses d'une homophobie rampante, particulièrement active sur le net, et qu'il est de notre devoir de combattre avec autant de détermination que tous les autres discours de haine. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Patrick Abbat pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la loi du 29 juillet 1881, c'est d'un côté la liberté de la presse et une information transparente, libre et pluraliste, et d'un autre côté, l'assurance du respect des personnes et des fonctions. Les publications écrites, véritables outils de démocratie, se voyaient ainsi confortées dans leur mission. Les citoyens pouvaient, eux, avoir l'assurance d'un large panel de publications, sans censure étatique préalable. Cependant, la loi posait des limites afin d'assurer le respect et la dignité pour chaque citoyen, mais 55 ans plus tard, l'affaire Salengro, jetée au chien, pour reprendre une expression célèbre, montrera le fragile équilibre de cet idéal démocratique. Le strict respect de cet équilibre sur Internet est une nécessité. Les navigateurs doivent pouvoir savoir qui publie l'information qu'ils lisent, les éditeurs doivent pouvoir se couvrir en cas de recours juridique. Comment les autorités judiciaires pourraient-elles statuer dans l'opacité? De même, un propos délictueux peut être de la responsabilité de l'auteur du post, du modérateur, mais l'hébergeur doit, en tout état de cause, rester le garant de la légalité de son site. L'ensemble de ces mesures doit permettre le contrôle répressif a posteriori des publications, mais ne saurait admettre un contrôle préalable qui risquerait d'instaurer tout simplement un système de censure. Les lois du 29 juillet 82 et du 30 septembre 86 relatives aux nouveaux médias de masse, télévision et radio, n'ont fait en fait que s'adapter à la société tout en conservant l'esprit de la loi du 29 juillet 81 et de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Internet se place dans cette dynamique avec, ici, l'émergence de nouveaux acteurs. Des acteurs, des internautes, qui reçoivent des informations et qui produisent de l'information. Parmi ces nouveaux acteurs de l'information, je souhaiterais évoquer ici la question des lanceurs d'alerte, souvent débattue, jamais vraiment conclue. Le lanceur d'alerte est un acteur alternatif de la production de l'information. La protection des lanceurs d'alerte est aujourd'hui un enjeu majeur, tant pour l'activité qu'ils mènent que pour ce qu'ils représentent. L'organisation non gouvernementale Transparency International considère que seulement une soixantaine de pays disposent d'une législation efficace couvrant les lanceurs d'alerte. En France, aucune définition englobante du lanceur d'alerte n'a été déterminée. Ainsi, seules des définitions partielles et de toute évidence perfectibles ont été élaborées, couvrant de fait peu de domaines et surtout protégeant peu les lanceurs d'alerte des menaces et des représailles. Les discussions sur le secret des affaires, tant en France qu'au sein du Conseil européen, viennent rappeler le chemin qui reste à parcourir pour assurer une réelle liberté d'expression
au sein de notre pays, dans l'esprit de la loi du 29 juillet 81 et de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Pourtant, des avancées ont pu être constatées grâce à l'intégration de 5 textes dans notre législation. Mais leur caractère sectoriel empêche une grande partie des concitoyens d'être couverts efficacement dans le cadre du lancement d'une alerte. De plus, la définition même de l'alerte et la procédure de lancement, à force de rigidité, montrent clairement ses limites, exposant de fait les lanceurs d'alerte à de potentielles représailles. Il faut constater que dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que dans les standards internationaux, le lanceur d'alerte est associé à la presse. Il peut informer dans la recherche de l'intérêt général des citoyens et des salariés en particulier. Cependant, cela a été occulté dans les textes français, à l'exception notable de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Dans les autres domaines, les textes de 2007, 2012 et 2013 excluent le recours à la presse. Ainsi, seules les autorités régulatrices ainsi que la hiérarchie du lanceur d'alerte sont à même d'être informées. Cette situation dangereuse pour le lanceur d'alerte, inefficace pour les citoyens et contraire à l'esprit de la loi sur la liberté de la presse, constitue aujourd'hui une limite à la liberté de l'information, sous prétexte de lutter contre l'espionnage industriel, mais aussi, peut-être, certainement d'ailleurs, par accommodement avec l'opacité du monde des affaires. Les lanceurs d'alerte pourraient être considérés comme une bouffée d'oxygène démocratique. Ils devraient pouvoir œuvrer dans une légalité encadrée, certes, mais émancipatrice. Et à ce propos, et pour conclure, la législation qui se dessine en matière de renseignement devra attirer toute notre vigilance afin de préserver les libertés individuelles fondamentales des citoyens. La recherche de sécurité fondée sur les menaces terroristes doit et peut être efficace sans remettre en cause les libertés fondamentales. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Robert Hue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, en 2012, dans une décision concernant la Turquie, la Cour européenne des droits de l'homme énonçait, je cite, qu'Internet est aujourd'hui devenu l'un des principaux moyens d'exercice par les individus de leur droit à la liberté d'expression et d'information. Internet est au cœur de toutes les interrogations juridiques et sociales. Son développement exponentiel avec des possibilités d'échange infinies entre internautes du monde entier, mêlant des informations en tout genre, a permis une immense liberté d'expression sur la toile. L'enjeu est colossal. Si Internet est un outil formidable de communication et d'échange collaboratif, il peut malheureusement aussi se révéler un véritable instrument d'endoctrinement de l'opinion. L'efficacité de la propagande obscurantiste affinée de Daesh, pour ne prendre qu'un exemple, ou la prolifération des théories complotistes à chaque événement qui sapent littéralement les bases de la confiance en l'État, doivent nous inviter à adapter notre droit. Nous devons nous doter des outils législatifs pertinents et efficaces pour prendre en compte ce nouveau facteur du numérique. Lors de l'examen de la loi du 13 novembre 2014 relative à la lutte contre le terrorisme, nous avions eu ce débat. La loi de 1881 a montré ses limites face aux nouveaux moyens de communication que sont les réseaux sociaux, les sites Internet, les vidéos en ligne. Cette loi a procédé au transfert du régime des délits de provocation au terrorisme et d'apologie du terrorisme de la loi de 1881 vers le code pénal, permettant de durcir considérablement le régime applicable à de tels délits. Par ailleurs, elle a autorisé le blocage administratif des sites djihadistes.
Il y a quelques jours ont eu lieu les premiers blocages. Il s'agit d'un pas en avant contre le terrorisme, mais d'un petit pas, car il reste encore une longue route pour contrer cette menace devenue permanente. Les biais de ces blocages administratifs avaient été soulignés. Ils apparaissent avec netteté aujourd'hui. La première conséquence prévisible de blocages sans décision de justice est celle-ci. Les propriétaires de sites incriminés peuvent se poser en victimes de la censure. Où commence la liberté d'expression, où s'arrête-t-elle? L'absence de contrôle de ces blocages par le pouvoir judiciaire est préjudiciable, comme nous l'avions souligné en novembre dernier. Par ailleurs, sans compter qu'il existe de nombreuses manières de contourner ce blocage, accès aux pages en cache, utilisation des serveurs DNS, ces systèmes de nom de domaine alternatifs pour échapper à la redirection des fournisseurs d'accès à Internet ou recours à réseaux chiffrés, et j'en passe, le blocage des sites n'a été que partiel. Cet opérateur et non des moindres, certains opérateurs et non des moindres, n'ont pas appliqué le dispositif du gouvernement. À ces difficultés bien connues s'ajoute immanquablement la publicité faite à ces sites à cette occasion. En France, la loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique avait permis de créer un équilibre dans le cadre d'une responsabilisation de l'hébergeur, ce dernier n'étant pas responsable par principe des contenus qu'il héberge. Il pouvait le devenir si, ayant connaissance du contenu manifestement illicite, il n'agissait pas promptement pour les retirer. Il est difficile aujourd'hui de contraindre les hébergeurs de tels sites à retirer rapidement ces contenus illicites, notamment lorsqu'ils sont basés à l'étranger. Aux États-Unis, souvent les hébergeurs se réfugient derrière la protection du freedom of speech, la liberté d'expression dans sa conception la plus large du premier amendement de la Constitution des États-Unis. Twitter a ainsi longtemps refusé de bloquer ou de censurer des mots-clés antisémites ou homophobes avant de nouer un partenariat avec des associations pour tenter de mieux contrôler ces propos. Si ce géant du net, notamment, a annoncé des mesures contre la propagande judaïste, eh bien, les évolutions de cette conception sont vraiment à confirmer. Alors que le groupe Anonymous a publié récemment une liste de plus de 9000 comptes Twitter liés à l'État islamique afin d'exercer une pression sur cet hébergeur, la puissance publique peut-elle se contenter de se reposer sur la société civile? Ne peut-elle anticiper certaines évolutions, reconquérir un pouvoir, du moins une influence sur le cours des choses? Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, doit réunir au mois d'avril les géants du net afin de signer des codes de bonne conduite. Mais nous pouvons légitimement nous demander si de telles mesures seront suffisantes pour endiguer un mouvement toujours croissant. Aujourd'hui, Google, Facebook, Twitter et d'autres règnent sur la toile. Mais demain, certainement d'autres apparaîtront, se développeront et ne seront pas associés à ce code. Notre société aujourd'hui rencontre des difficultés tenant à l'équilibre fragile entre la préservation des libertés individuelles d'un côté et la sécurité de l'autre. La question de la gouvernance d'Internet est donc, à ce titre, plus que jamais lancinante. Elle touche à la manière aussi dont nous voulons redéfinir les contours de la liberté d'expression. La loi de 1881 offre un régime trop protecteur à cette exaction, à ces exactions, et donc une faille pour ceux qui portent atteinte aux valeurs de la République. Mais le délit d'apologie du terrorisme peut devenir contestable. Oui, contestable et donc dangereux pour les libertés publiques si son utilisation n'est pas nettement définie. Pourrait-on l'employer quand il s'agit d'une simple contestation sociale de l'ordre en place? Ou pourrait-on, comme cela s'est vu dernièrement, mettre en cause un enfant de 8 ans sur la base de cette infraction en ignorant par là même les vertus préventives de l'éducation et de la construction d'un lien social sur la base d'une confiance réciproque?
La tendance naturelle du renforcement de l'arsenal législatif pour contrer les débordements de la liberté d'expression ne doivent pas faire oublier que l'action publique a vocation à agir en amont et en aval et doit se faire dans le cadre du respect des principes du droit, sans en arriver à un Patriot Act à la française que nous ne souhaitons absolument pas, bien sûr. Éducation, civisme, égalité des chances, voilà les vraies interrogations que nous posent aujourd'hui les difficultés rencontrées par la loi de 1881. Se poser les bonnes questions, c'est déjà y répondre partiellement. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Alain Joyandet pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Au fond, le thème qui nous rassemble aujourd'hui, Internet et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, au fond pose la question, est-ce que, en fonction de l'arrivée en masse et en volume des informations sur Internet, on doit changer, on doit légiférer, on doit prendre de nouveaux textes sur cette loi, avec cette loi de 1881 qu'il faudrait éventuellement modifier à cause d'Internet. Alors moi, je réponds assez franchement non. Je ne pense pas qu'il faille changer notre législation sur la loi sur la presse, parce qu'au fond, cette loi qui est déjà très ancienne et qui s'est effectivement beaucoup appliquée à la presse écrite, a tout permis, aussi bien la liberté d'expression à laquelle nous sommes très attachés, qu'au respect du droit des individus. Je voudrais établir un parallèle. On a souvent peur de ce qui va tomber d'un matin sur Internet parce qu'on ne contrôle pas Internet. Dans la presse écrite, c'est à peu près la même chose, au fond, parce que le procureur de la République ne va pas au pied de la rotative pendant que le journal est en train de s'imprimer. Le journal s'imprime, il est distribué. Si le lendemain, il y a quelque chose de diffamatoire, c'est après qu'on contrôle. On ne contrôle pas a priori, on contrôle a posteriori. Et donc, je ne vois pas pourquoi, avec Internet, on aurait les moyens, parce que c'est encore beaucoup plus difficile de contrôler a priori ce qui va être publié. Donc, je ne vois pas pourquoi nous devrions changer notre législation parce qu'il y a un transfert de technologie. Les choses ne fonctionnent pas si mal aujourd'hui. Ça, c'est ma première réflexion. Deuxième réflexion, au fond, la question qui est posée aussi, c'est comment est-ce qu'on protège avec Internet ? Comment est-ce qu'on protège, comment est-ce qu'on met en avant et comment est-ce qu'on revalorise le travail des professionnels? Parce qu'avec nos médias traditionnels, au moins, on avait cette sécurité que le travail d'informer était fait par des professionnels. Aujourd'hui, avec Internet, on a beaucoup plus d'amateurs qui viennent informer, entre guillemets. La question pour nous, lecteurs, internautes, c'est comment est-ce qu'on fait la différence entre les bonnes informations et les mauvaises. Et moi, je suis beaucoup plus pour une traçabilité, pour un label, pour une façon de renforcer le travail des professionnels, plutôt que d'essayer de censurer le travail de ceux qui ne sont pas des professionnels, parce que de toute façon, on n'y arrivera jamais avec cette affaire totalement mondialisée. Il y a la question de la sécurité, effectivement, et de tous les événements qui se sont produits jusqu'à présent, qui ont pu être enclenchés par un certain nombre d'informations de sites qui posent problème. Tous ces sites-là, moi je pense qu'il faut essayer de régler le problème au plan international. Et pour moi, ça ne relève pas des questions qui touchent à la presse, mais plutôt des questions qui touchent à la sécurité. Je crois qu'on aura prochainement un texte sur la sécurité. Et à mon avis, on est assez éloigné des questions stricto sensu qui concernent la presse. Et puis, il y a aussi un autre élément. Et d'ailleurs, sur la question de la sécurité, je ne vois pas très bien comment on fera autrement que de surveiller en permanence et au-delà d'une loi qui touche essentiellement à l'information, mais il faudra une surveillance permanente des sites, et ça ne touche pas directement la loi sur la presse. Il y a un autre sujet, c'est la question de la vie publique et de la vie privée, j'en ai entendu beaucoup parler. Je ne pense pas qu'avec la presse écrite, on ait moins de problèmes s'agissant de la vie publique et de la vie privée. Il y a beaucoup de journaux, de presse écrite qui touchent directement à la vie privée. Il y a une législation. Ça se fait toujours d'ailleurs pas a priori, mais a posteriori. Et là encore, avec Internet, je ne vois pas en quoi les choses changent fondamentalement. C'est une nouvelle culture.
Et je pense qu'il y a une culture totalement différente. On sort d'une société organisée d'une manière très verticale, avec un petit nombre de gens qui balançaient de l'information qui était lue par la base. Aujourd'hui, on est dans une société totalement horizontale, où le citoyen envoie de l'information à d'autres citoyens. Les choses sont très différentes. Et en tout cas, je trouve que ça serait très difficile de pouvoir changer notre législation pour atteindre des objectifs qui sont encore très flous. Je pense que c'est à nous d'encourager le professionnalisme, de trouver une régulation internationale pour les questions qui touchent à la sécurité. Et pour le reste, je crois qu'il est urgent d'attendre pour toucher à cette législation avec des résultats qui me paraissent particulièrement incertains. Et par-dessus tout, je pense qu'il faut protéger notre liberté d'expression, qu'il faut protéger les professionnels de l'information. Et puis le reste, je pense qu'il est encore trop tôt pour dire ce qu'il faut faire en matière de législation. Et moi, je serai très très prudent. À chaque fois qu'on touche à la législation sur la presse, c'est un petit bout de la démocratie qu'on touche et par conséquent, c'est un ancien journaliste modeste qui fait cette recommandation. Faisons très très attention. Chaque fois qu'on touche à ces sujets-là, c'est un petit bout de la République qu'on touche. Donc prudence, prudence. Merci mon cher collègue. La parole est à Madame Sylvie Robert pour 4 minutes. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, tout d'abord merci au groupe RDSE d'avoir permis ce débat. Effectivement, il est important, il est plus que jamais essentiel, cela transparaît à travers vos propos, mais il est aussi très sensible. Au premier abord, d'ailleurs, il pourrait paraître anachronique de lier Internet, ce nouveau monde du XXIe siècle, et la loi du 29 juillet 1881, qui date d'il y a un siècle, là où la seule révolution économique et sociétale qui prévalait était celle de la révolution industrielle. Et pourtant, à l'ère de la révolution numérique, je crois que la loi du 29 juillet 1881 demeure encore le pilier contre lequel nous pouvons nous adosser afin de traiter de la liberté d'expression et de ses limites. Car il faut le rappeler, si la liberté d'expression est un droit absolu, elle n'en demeure pas moins, comme toute liberté relative et encadrée. Le tout est permis d'Ivan, l'un des frères Karamazov, est toujours fatal à l'humanité. Ainsi, la loi sur la liberté de la presse a traversé le turbulent siècle des excès, s'ajustant aux évolutions du secteur comme aux mutations de la société. Sa cohérence, sa clarté, son équilibre en font, je pense, un repère toujours important, à l'heure où les valeurs démocratiques et nos convictions profondes dans le progrès social et civilisationnel sont quotidiennement assaillis par des actes et des discours de haine. L'appel au meurtre sur la toile au nom d'une opinion différente, ou même la destruction du patrimoine universel, culturel en plein désert irakien constitue malheureusement encore aujourd'hui notre quotidien. Face à ce déferlement de violence, de haine sur la toile, je vous le dis quand même, tout n'est pas permis. Dans ce climat, parfois délétère, il faut toutefois, de mon point de vue, se garder de répliquer à l'extrémisme par des mesures extrêmes et rapides. La maturité démocratique d'un État, mes chers collègues, s'estime aussi à l'aune de sa capacité à répondre avec sang-froid, avec réflexion, avec pondération et avec retenue. C'est pourquoi, et ce n'est qu'un exemple, la future loi sur le renseignement devra veiller, je pense, à maintenir un certain équilibre entre efficacité opérationnelle et sauvegarde des libertés fondamentales. Il me semble donc qu'au lieu de peut-être vouloir détricoter le texte de 1881, le moment est venu de le préserver, peut-être de le renforcer d'ailleurs, mais surtout, bien sûr, de l'adapter à Internet. En effet, en un sens, Internet et la loi sur la liberté de la presse sont inextricablement unis par l'esprit libertaire qui les caractérise. Ils sont avant tout un instrument précieux au service de l'un des droits de l'homme les plus précieux, en l'occurrence la liberté de communication des opinions et des pensées, article 11 de la Déclaration de 1789. Cependant, face aux solitudes interactives, aux pseudonymes qui masquent les véritables identités, aux écrans qui agissent tels des barrières protectrices, le sentiment d'impunité sur l'espace web croît et favorise la prolifération de discours nauséabonds, aussi bien que des forums ou sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, il serait peut-être opportun de réfléchir effectivement précisément à la notion d'ordre public numérique, afin que l'espace Internet ne soit plus synonyme d'impunité pour les individus, tout en étant bien sûr régi par des considérations englobant l'ensemble des droits fondamentaux.
Par-delà la belle loi sur la liberté de la presse, l'article 6.2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, obligeant les acteurs d'Internet à coopérer avec les autorités judiciaires et administratives pour permettre l'identification de personnes ayant contribué à la création de contenus illicites, doit à terme s'imposer aux grandes entreprises américaines qui hébergent des discours de haine sur leur site et qui revendiquent l'extranéité juridique eu égard à leur domiciliation de siège social. Le dialogue avec ces hébergeurs, entrepris par le ministère de l'Intérieur, est une première étape vers la régulation de l'espace Internet. Pour autant, je pense que l'arsenal répressif ne sera jamais suffisant. Il faut s'attaquer aux racines des maux et toujours s'attacher à l'éducation. En matière de numérique, la réflexion interministérielle doit continuer à prospérer. Et à mon sens, il serait bénéfique que le plan numérique, qui verra le jour d'ici 2016, comprenne un volet formation des élèves à Internet, afin d'apprendre à appréhender cet espace, à exploiter ses ressources et les informations qu'il contient. L'objectif, c'est qu'ils finalement s'approprient cette formidable pépinière, tout en ayant conscience de la responsabilité citoyenne qui est la leur, en participant à l'expression publique généralisée. Les mots ont un sens, et toutes les opinions ne se valent pas. Certaines sont même des délits. Internet n'est pas une zone de non-droit. Enfin, pour terminer, laissez-moi souligner l'importance de la responsabilité éthique et déontologique de certains journalistes. Les événements récents et le traitement de l'information de certaines chaînes nous le rappellent sans cesse. Peut-être, mais je m'adresse à Madame la Ministre, je ne sais pas, faudrait-il pouvoir déconnecter de ce qui relève de la liberté d'expression de certains individus, de celle qui relèverait par exemple des médias? C'est une question. En tous les cas, pour terminer, on perçoit une fois encore, mes chers collègues, que dans tout débat de société, les réponses à donner seront affaire d'équilibre et de curseur. Merci. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur François Bonhomme. Pour 5 minutes, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est sans doute une des lois les plus connues de notre République, et pas seulement parce qu'elle s'affiche sur les murs pour interdire précisément l'affichage sur la voie publique. Elle est aussi l'une des plus symboliques, puisqu'elle touche aux libertés et responsabilités de la presse française, imposant un cadre légal à toute publication. On pourrait retracer, comme cela a été fait avant moi, les nouveaux enjeux de cette liberté d'expression. L'enjeu législatif est d'autant plus important que tout encadrement de la liberté d'expression est suspect d'atteinte aux libertés fondamentales de l'homme. Chacun doit, à juste titre, comme le législateur, faire preuve de la plus grande prudence et n'intervenir que d'une main tremblante. D'abord, il est important de réaffirmer que la France s'honore d'être le pays de la liberté d'expression. C'est un principe absolu et très normalement consacré par plusieurs de nos textes fondamentaux, à commencer par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et par la Convention européenne des droits de l'homme. Bien sûr, un premier débat porte sur les exceptions, comme autant de limites à cette liberté d'expression. Dernièrement, il y a quelques semaines, la loi de novembre 2014 sur la lutte contre le terrorisme a sanctionné plus durement l'apologie de celui-ci. Mais l'usage d'Internet doit nécessairement bouleverser notre façon d'aborder notre attachement à la liberté d'expression sur le web. Chacun ici a développé son intervention sur le thème « Internet, formidable outil de communication qui favoriserait les échanges et rapprocherait les individus et peut-être même les peuples ». Néanmoins, il me semble que l'outil Internet comporte une ambivalence fondamentale qui bouleverse notre conception des choses. Et cela ne relève pas forcément d'une modification législative, mais plutôt relève d'une dimension ontologique. L'idée même de régulation du numérique me semble trompeuse. Il faut dire que nous sommes tous victimes d'une certaine illusion face à Internet. Un philosophe bien inspiré parlait d'inquiétante extase devant la fascination exercée par Internet sur les esprits qui se piquent de modernité. Je prends l'exemple des 5 sites faisant l'apologie du terrorisme qui ont été bloqués. Bien sûr, cela est nécessaire. Mais il faut bien dire qu'il y a une forme d'illusion et même d'hubris de croire que l'on peut contrôler la toile. Certains experts
estime que ces nouvelles mesures pourraient être même contre-productives en forçant un passage à la clandestinité vers des technologies plus difficiles à surveiller. La mesure est donc contournable puisqu'il est techniquement facile de reconstituer et reconfigurer sa connexion Internet. Mais plus largement, je parlais tout à l'heure d'illusion face à Internet. Cette illusion me semble précisément de croire qu'il ne s'agit que d'un outil. Internet transforme insidieusement notre rapport au monde. Et d'abord, c'est la substitution du virtuel au réel. C'est la soumission à ses caprices et à ses humeurs, parfois les plus volages. C'est la réduction du temps de présence. Internet, ce sont aussi, et fait de nous, malgré nous, des usagers compulsifs. Il n'y a qu'à considérer notre rapport aux informations. C'est l'ordre du bon plaisir qui ne rencontre aucun frein. C'est aussi l'arasement de toute hiérarchie des valeurs et des œuvres. Car ne nous y trompons pas, Internet participe, comme cela a été dit, à ce mouvement d'horizontalité. Et je suis heureux, Madame la Ministre, que vous figuriez ici pour ce débat, mais je me demande si ce n'était pas la Ministre de la Culture que nous aurions dû voir également, quand je vois le processus de disparition des notions d'auteur et d'œuvre que nous constatons par l'effet d'Internet. Je me demande même si ce n'était pas la Ministre de l'Éducation que nous aurions pu voir ici sur ces bancs, quand je vois l'affaiblissement de l'école et de l'autorité des professeurs. Car c'est bien aussi Internet qui produit des effets considérables qui affaiblissent l'idée même de médiation et d'autorité. C'est le cas, ça a été dit, pour les journalistes. Hier, ils étaient des médiateurs qui analysaient les faits. Ils sont aujourd'hui de plus en plus des modérateurs au sein de réseaux sociaux, tant les citoyens sont connectés sans relâche et sont soumis à un flux permanent d'informations. Encore que, Madame la Ministre, je vous ai entendu, lors d'une prestation télévisée le samedi soir il y a quelques jours, évoquer, je cite, « la République numérique ». Cette formule relève peut-être de l'oxymore, car pour illustrer vos propos, vous avez parlé du plan numérique à l'école, car aujourd'hui, c'est bien connu, tout est numérique, c'est notre nouveau totem, et quel élu d'ailleurs ne se glorifie pas d'offrir des tablettes numériques au collège comme si c'était la martingale pour traiter de l'affaiblissement de l'école. Et puis vous avez ajouté, cela implique que le prof ne soit plus le sachant, je cite, et l'élève l'apprenant. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur l'utilisation de cette nouvelle langue administrative de l'éducation nationale qui substitue le terme professeur à ce nouveau barbarisme de sachant et le terme d'apprenant au beau mot d'élève. Cela en dit long finalement sur ce mouvement de déliquescence, en tout cas d'horizontalité qui n'épargne pas même l'école. En fait, Madame la Ministre, votre propos est significatif de ce qui est à l'œuvre de manière insidieuse. C'est qu'Internet affaiblit aussi toute forme de verticalité et en premier lieu les différentes institutions de la République, à commencer par le professeur et l'école, le journaliste et la presse en général, et pas seulement la presse écrite. Et voyez-vous, même le médecin, dont le diagnostic est aujourd'hui mis en doute par les patients qui accordent de plus en plus d'autorité aux sites médicaux. Dès lors, Madame la Ministre, je n'ai qu'une seule requête, même, j'allais dire, une supplique. Ne cédez pas à cette illusion du tout connecté et de la République numérique. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci d'avoir inscrit ce sujet à l'ordre du jour des travaux du Sénat. Merci en particulier à Monsieur le sénateur Mézard d'avoir ainsi inscrit et posé les termes du débat. Je tiens à préciser que Mesdames Fleur Pellerin et Christiane Taubira auraient aussi souhaité être présente. Je vais ainsi participer en ma qualité de secrétaire d'État au numérique en tentant d'apporter ma contribution, sans doute un peu influencée par mon passé de juriste et en tout cas soucieuse d'aborder sereinement des questions qui ne sont pas encore forcément toutes arbitrées. Je vous expliquerai d'abord que la loi sur la liberté de la presse, c'est une grande loi. Ensuite, que cette loi, elle doit être modernisée. Et puis finalement qu'il y a d'autres moyens aussi de préserver et de protéger nos concitoyens et la liberté d'expression sur Internet. D'abord, l'affirmation de la liberté d'expression, elle figure parmi les grandes victoires de la Révolution française. Elle est le socle de nos démocraties modernes, figure à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La liberté de la presse a quant à elle dû attendre un siècle de plus pour être reconnue et consacrée par une loi en 1881. Et tout comme la liberté d'expression, cette liberté de la presse, elle n'est pas absolue. Mais comme c'est le cas pour toutes les grandes lois, à mon sens, le législateur de 1881 a recherché un point d'équilibre entre le principe de la liberté d'expression et la répression des abus dans l'exercice de cette liberté. Une société démocratique ne peut pas condamner pénalement l'usage de la parole sans dresser de solides garanties contre la censure. C'est bien là l'esprit de cette loi de 1881 qui soumet la procédure à des conditions qui la rendent à la fois complexe, c'est vrai, et protectrice des personnes poursuivies, avec par exemple des délais de prescription plus courts, un encadrement des conditions de saisine du tribunal, une exclusion de la procédure de comparution immédiate. Et sous son angle pénal, parce que cette loi a bien sûr un angle pénal, eh bien, le texte propose d'aborder la question de la liberté de la presse avec toutes les garanties que peuvent offrir les règles de procédure pénale. L'infraction de presse, par exemple, doit être interprétée strictement. Les débats sont oraux, les témoins auditionnés et primauté est donnée au droit de la défense. Cette loi de 1881, elle a connu plus de 120 ans de jurisprudence. C'est un texte qui a fait ses preuves à l'épreuve de la pratique. Et comme d'autres grandes lois républicaines, je pense par exemple, même si le parallèle n'est pas forcément évident, à la loi sur la laïcité, eh bien, je crois que c'est une loi qui a su s'adapter. Alors, en 2015, est-ce toujours le cas? Avec Internet, on sait que l'élan démocratique peut s'amplifier, peut trouver une caisse de résonance mondiale. La participation des citoyens à la vie de la cité, elle est désormais non pas virtuelle, mais bien réelle, avec des contributions qui expriment des opinions sur des blogs, sur les réseaux sociaux, sur les forums de discussion, les sites de notation et de recommandation. Internet et les réseaux sociaux changent la donne du monde dans lequel nous vivons. Cela peut être pour le meilleur et il faut le souligner parce qu'Internet est un véritable outil d'émancipation. Les révolutions du printemps arabe n'auraient jamais eu lieu sans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, grâce au numérique, chacun peut se former et apprendre avec une facilité sans pareille dans l'histoire de l'humanité. On l'oublie parfois, mais on n'a jamais autant lu et écrit qu'à notre époque. L'accès au savoir s'est démocratisé. Alors Internet, qui est un outil, c'est aussi l'outil du pire. Et malheureusement, nous l'avons connu tout récemment dans notre pays. Alors ce pire doit-il signer le glas de la loi de 1881 ? Jusqu'à présent, des réponses assez tranchées avaient permis la sanction des propos haineux et non, Internet n'est pas une zone de non-droit. Cependant, les exemples de condamnation sont restés relativement peu nombreux. J'en citerai certains. Une condamnation à 10 000 € d'amende, par exemple, du responsable d'un blog sur lequel des commentaires racistes ont été publiés. Une condamnation à 40 heures de travaux d'intérêt général et à 300 € d'amende de 2 jeunes qui avaient créé une page Facebook appelant à l'euthanasie d'un jeune handicapé. Une condamnation à 1 000 € d'amende pour une personne ayant créé une fausse page Viadeo qui était diffamatoire au nom de quelqu'un d'autre. Mais alors pourquoi ce sentiment d'impunité? Pourquoi cette impression qu'aujourd'hui tout peut être dit et écrit sur les réseaux sociaux, que, à moins de se lancer dans des combats judiciaires onéreux et longs, eh bien justice ne peut pas être rendue? Je crois que cette loi de 1881, elle doit être réformée à l'heure du numérique.
Au-delà du travail législatif, le gouvernement prépare un plan de lutte contre le racisme qui abordera en partie ce sujet. Et la Commission nationale consultative des droits de l'homme, une autorité administrative indépendante, vient aussi de me rendre un avis sur la lutte contre les discours de la haine sur Internet. Dans cet avis, la Commission considère qu'un certain nombre de dispositions procédurales inclus dans la loi de 1881 sont aujourd'hui manifestement en décalage avec l'expression publique sur Internet. Et la Commission recommande un certain nombre d'améliorations. J'en citerai certaines ici qui ont particulièrement retenu mon attention et qui feront l'objet d'un travail intergouvernemental. D'abord, préciser et actualiser les notions d'espace public et d'espace privé dans le web. Ensuite, envisager la numérisation des procédures. Les assignations, les significations, les dépôts de plaintes peuvent et doivent se faire en ligne. Il faut simplifier et faciliter les procédures de référé par la création, pourquoi pas, d'un référé numérique. Aujourd'hui, grâce aux outils numériques, la justice peut être plus accessible à tous, plus rapide et plus efficace. Il faudrait aussi prévoir un droit de réponse effectif sur Internet au profit des associations antiracistes. Et puis énoncer dans la loi le pouvoir du juge d'ordonner la suspension d'un compte utilisateur et non pas d'un simple message qui, aujourd'hui, permet à des auteurs de propos très extrêmes de se voir annuler un message pour le republier le lendemain. Je souhaiterais que nous initions une réflexion sur la pertinence d'augmenter et d'harmoniser les délais de prescription. Enfin, il faudrait envisager la possibilité d'engager la responsabilité pénale des personnes morales en dehors des seuls organes de presse. Donc ces propositions sont à l'étude. Je tiens à ce qu'elles soient expertisées pour que je puisse, en accord avec le ministère de la Culture et avec la Chancellerie, retenir celles qui nous paraissent apporter des solutions satisfaisantes pour éventuellement les inclure dans le projet de loi numérique en cours de préparation. À l'heure actuelle, la Chancellerie relève 2 blocages majeurs engendrés par l'application de la loi de 1881 dans la sphère numérique. Le premier de ces blocages, c'est celui de la requalification des faits. Si un plaignant, lorsqu'il porte plainte, a mal qualifié les faits, il parle par exemple de diffamation plutôt d'injure, eh bien le tribunal ne pourra pas requalifier les faits et l'action en justice ne pourra pas prospérer. Le deuxième problème identifié par la Chancellerie, c'est celui de la trop grande complexité de la procédure de saisine des tribunaux. Le réquisitoire à fin d'information et la citation directe du plaignant sont soumis à des règles trop strictes. Par exemple, il faut que le plaignant non seulement qualifie correctement les faits, mais mentionne dans sa plainte le numéro des articles de loi, même des alinéas applicables aux faits qui le concernent, et la violation de l'une seule de ces obligations procédurales, elle est sanctionnée par la nullité. Et puis la réalité, il faut le dire, c'est qu'il y a très peu de poursuites pénales à la suite de signalements faits d'abord par les utilisateurs eux-mêmes, ensuite par les plateformes numériques et puis ensuite par la plateforme Pharos qui traite ces demandes de signalement, les transmet éventuellement au procureur de la République qui aujourd'hui ne dispose ni de la formation ni des moyens pour traiter un contentieux de masse. Et il est bien là le problème, c'est que il suffit de voir ce qui s'est passé au lendemain des attentats qui ont profondément heurté notre pays. Ce sont des dizaines de milliers de signalements qui étaient transmis chaque jour à la plateforme Pharos, composée d'une petite quinzaine d'officiers de police en charge de traiter ces faits. On voit bien qu'aujourd'hui, l'expression publique généralisée à l'heure d'Internet, elle n'est plus filtrée
exclusivement en amont par des médias professionnels responsabilisés et soumis à un encadrement déontologique. D'ailleurs, les sénateurs Assouline et Abad ont eu raison d'insister dans ce contexte sur la protection des journalistes et sur la question des lanceurs d'alerte. Vous l'aurez compris, je considère pour ma part qu'il est temps de réformer cette grande loi de 1881 sans pour autant remettre en cause son esprit et son équilibre. Il s'agit finalement de la moderniser, de la numériser. J'ai d'ailleurs le sentiment que c'est l'esprit qui est partagé par les sénateurs qui se sont exprimés cet après-midi. Je pense en particulier au sénateur Joyandet. J'apprécie une formulation juridique qui a été avancée par mesdames les sénatrices Benbassa et Robert, celle d'un ordre public numérique. Effectivement, la question de l'ordre public, cet ensemble de lois applicables au-dessus du socle juridique classique, eh bien, pourrait inclure une dimension numérique. Et on peut effectivement citer, outre la lutte contre les propos racistes, les propos antisémites, l'importance de lutter au quotidien contre les expressions homophobes très et trop présentes sur Internet et les réseaux sociaux. Mais cette loi de 1881, elle ne doit pas être le seul moyen de lutter contre les discours de haine sur Internet. Il existe d'autres recours et d'autres outils. J'ai échangé avec les représentants des plateformes numériques, avec les modérateurs privés, les policiers de Pharos, les magistrats. Si nous arrivons à peu près à trouver un mode de coopération avec les plateformes, avec ces géants de l'Internet, il reste que certaines d'entre elles ne répondent pas ou très peu aux sollicitations des enquêteurs. Je pense à Twitter, par exemple, qui peut mettre, en dehors des cas hautement sensibles politiquement, jusqu'à 8 mois pour répondre aux sollicitations d'enquêteurs de police français pour des données de connexion en cas d'injures racistes sur Internet. Je pense également à ces policiers qui sont contraints de faire leurs requêtes en anglais auprès des plateformes américaines dont le siège se situe aux États-Unis. Beaucoup d'entreprises continuent à se réfugier derrière l'application de leurs lois nationales pour ne pas intervenir de manière proactive. Ils appliquent ainsi les critères de la loi américaine sur le premier amendement concernant le racisme exprimé, mais paradoxalement interdisent la publication d'un tableau comme l'origine du monde de Courbet qui heurte certaines sensibilités. On le voit bien, et Monsieur le sénateur Robert Hue l'a souligné, il faut certainement réformer l'article 6 de la loi sur la confiance dans l'économie numérique afin d'imposer notre loi territoriale à tout opérateur étranger qui s'adresse à un public français. Et ne pas le faire uniquement sous l'angle jurisprudentiel, sous l'angle de la sanction des clauses abusives en droit de la consommation. Il ne s'agit pas pour autant, et Monsieur le sénateur Mézard a lui aussi raison de le souligner, de privatiser la justice française, mais bien de responsabiliser l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Il est pour cela urgent d'ouvrir un dialogue permanent avec les plateformes étrangères pour établir des règles communes et acceptées de tous. Et pour cela, il faut créer en France un espace de dialogue, non pas dans la Silicon Valley. Oui, Madame Morin-Desailly, les grandes plateformes doivent être plus collaboratives, elles doivent faciliter le retrait des propos et l'action de la police et de la justice en France.